Elle est trop bien. Oh là là. J'adore le côté épique de la dubstep. Ouais. Bon, c'est un style pour les gens qui n'ont pas peur du bonheur, quoi. Genre, pas peur du kiff. J'ai un peu envie de tous me le faire dans les Moi, c'est là que j'ai compris pour moi ce que c'est DJ. Genre, la définition pour moi, je l'ai trouvée là-dedans. J'ai compris sous émotion. Pour comprendre, il faut la notion. C'est le loto, je pourrais pas te parler de chouchou. Salut encore une autre. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation dans Full Sentimental. Merci à toi. Pour rappeler un peu le concept de cette émission, je t'ai proposé de choisir 3 émotions et 3 morceaux liés à 3 moments de ta vie. Donc on va parler de ta sélection. Mais d'abord, tu as sorti cette mixtape incroyable qui s'appelle The Nina Remixtape. Remixtape, ouais, exactement. Qui est une mixtape en 16 titres, que des remixes de la rappeuse 32, qu'on adore. Et toi, donc, tu as été curator, si je ne me trompe pas, sur cette mixtape. Donc, c'est toi qui es allé chercher les DJ, les producteurs et tout, qui ont fait les remixes. Comment ça s'est passé ? Ouais. J'ai fait la curation, le casting de cette remixtape, et j'ai produit aussi oui, j'allais te demander. Producteur dans le sens américain du terme, on va dire. T'as produce, quoi. Ouais, j'ai produce. T'as organisé le truc, quoi. Ouais, c'est ça, Okay. exactement. Je fais les suivis et tout, les masters, etc. Enfin, tout ce qu'il y a autour. Voilà. Et peut-être, du coup, pour commencer cette émission, on peut s'écouter un des morceaux de cette mixtape. Est-ce que t'as un titre en particulier que tu voudrais mettre en intro ? C'est trop dur. J'ai demandé, c'est quoi, toi, ton préféré ? Je l'ai direct. Tous. C'est hyper facile. C'est rien que j'écoute en boucle depuis que tu m'as envoyé le lien. Vas-y. C'est le remix de Tristana. Allez. C'est parti. Elle fait beau, c'est rendu joli, c'est comme Madame Claude. Horreur du manque à gagner si il dépense pour une autre. Je donne pas mes saufs mais je vends du rêve, non c'est pas pour la mode. Je garde leur secret et je m'en sers, ouais c'est comme Madame Claude. Ah, Madame Claude. Madame Claude. Madame. Tu sais dans ma tête y'a trop de choses, appelle-moi pour les affaires. Tu sais c'est toujours la même chose, je me sors toujours de la merde. Et ouais c'est toujours la même chose, ils cherchent toujours que la guerre. Je fais ta bling et je passe à autre chose, j'ai pas de mal à mettre un terme. J'aime trop parce qu'il a un côté un peu genre à l'ancienne, tu vois. Oui, sur un peu le rétro, fil Eurodance, EDM. Ouais, grave. Il est trop stylé. Il y a un truc que tu as écrit d'ailleurs dans le press kit que tu m'as envoyé, c'est que l'idée aussi avec cette mixtape-là, c'est donner plus de place au rap dans les clubs. Ouais, il y a de ça un peu. Il y a un peu de ça. Enfin, dans les deux sens, je pense. Mais oui, et je pense que ça vient d'une... Je pense que j'ai voulu proposer un projet que moi, j'aurais voulu voir et jouer et écouter, en fait, en tant que DJ qui gravite un peu entre deux scènes, on va se dire. Je viens plus du rap à la base que du club et de la musique électronique. Et maintenant, je mixe plus en club et tout, plus qu'en soirée rap même. Et j'aime trop pouvoir jouer de la trap. Et moi, je suis toujours à la quête du morceau trap qui va passer en club. Et là, je trouve que c'était un peu le moyen parfait de pouvoir faire ça. Les remixes, c'est un peu la porte d'entrée, en vrai, pour pouvoir élargir l'univers d'un artiste, et surtout en termes de style. Et du coup, de le faire entrer dans le club, même si ça m'empêche pas de pouvoir jouer les morceaux tels quels dans des soirées club et tout. Mais là, ça leur donne une autre dimension. C'est cool. Ouais, puis en plus, ce qui est cool, c'est que ça peut être joué dans différents types de clubs, quoi. Parce qu'il y a à la pas que des remix clubs en plus. Franchement, c'est assez varié. Des fois, ça part en... On écoutera d'autres extraits, mais ça part en dubstep, après ça part en bossa nova, en jersey. Enfin, il y a vraiment... Il y a énormément de choses. On va reparler de ce projet un peu plus tard. Mais déjà, une partie de ta vie dont je t'ai proposé de parler, de choisir une émotion et un morceau lié à ce moment-là, c'est Strasbourg. Et tu viens de là-bas. Est-ce que tu es née à Strasbourg ? Ouais, tu es née à Strasbourg. Tu es restée jusqu'à quel âge ? Jusqu'à 18 ans. Jusqu'à 18 ans. Ouais. Comment c'était de grandir à Strasbourg ? Franchement, c'était cool. Hein.
Enfin, c'est grave agréable. J'ai une bonne adolescence. C'est une ville... Ouais, c'est une ville cool. Franchement, c'est cool. J'y retourne encore régulièrement. J'ai pas mal joué, en vrai. Même quand j'ai commencé à mixer, mes premiers gigs, c'était à Strasbourg. Alors que ça faisait déjà des années que j'y habitais plus. Mais j'ai toujours plaisir d'y retourner. Puis j'ai plein d'amis de Paris qui viennent de là-bas. Enfin, on est toute une scène... on fait tous des choses différentes, toutes et tous des choses différentes, mais on est pas mal à s'être retrouvés sur Paris après. Ouais. Je pense à tous mes collègues de l'Est, comme Iba, comme Kay de Prodigy, comme Kanji, comme John Austin, comme Sodad. Ouais. Non, et encore plein d'autres qui arrivent et tout. Ouais, franchement, j'aime trop y retourner. C'est trop bien. Comment est-ce que tu as fait ton apprentissage musical là-bas ? Est-ce que quand tu étais ado, du coup, tu allais est-ce qu'il y avait des disquaires ? Est-ce qu'il y avait des concerts ? Est-ce que c'était plutôt solitaire chez toi ? C'était très... moi, j'écoutais beaucoup, soit de la pop, soit du rap. Et pop et tout ça, c'est vraiment en mode culture internet et tout, beaucoup de seul dans ma chambre. Ouais. Ado, j'aimais trop les teen movies, les magazines, trucs comme ça, enfin... tous ces trucs-là. Et rap plus avec les gens à l'école, au lycée, c'est plus entraînant avec des personnes. Parce qu'il n'y avait pas trop ça chez moi. Moi, j'ai un père qui est hyper fan de reggae, qui anime des émissions de reggae à la radio et tout, qui a des collections de vinyles. J'aime pas trop ça maintenant. Je crois que ça m'a un peu genre gavé, ouais. Mais il y avait soit ça, soit... moi, j'ai une mère qui n'est pas française, donc qui écoutait quand même beaucoup de musique française. Enfin, soit c'était Céline Dion ou Dany Briand, ou des musiques... des musiques traditionnelles iraniennes ou de pop iranienne et tout. Ouais. Et voilà. Donc très pop culture ou très genre reggae, dub à la maison, mais pas trop ma cam. Ouais. Et le rap, du coup, ta porte d'entrée vers le rap, c'est quoi ? C'est vraiment avec les gens avec qui je traînais au lycée. Ouais. J'écoutais ça, puis j'ai eu tard un MP3 parce que j'avais toujours des téléphones de merde, où je pouvais pas écouter la musique et tout. Je disais encore, des fois je regardais tout ce que j'avais dedans. Et je sais qu'un des premiers rappeurs que j'écoutais, c'était Oxmo Puccino. Ouais. Genre j'écoutais grave Oxmo Puccino. T'écoutais du rap français, du coup ? J'écoutais, ouais, pas mal de rap français surtout au début. Beaucoup de... même il y a pas longtemps en plus... qu'il repose en paix, j'écoutais énormément de 12 Kawa à une période. Okay. Et qui venait un peu... Enfin, il vient pas de Strasbourg, mais il a vécu à Strasbourg, donc c'était un peu... Il faisait partie un peu de cette scène de Strasbourg dans le rap et tout. Ouais, plein de trucs. Est-ce qu'on peut s'écouter peut-être un des morceaux, un des premiers morceaux de rap que t'as kiffé ? Là, je pense à... Je crois que... Après, il y a Diam, c'est tout aussi. Mais je pense 365 jours d'Oxmo Puccino. Là, c'est le premier qui me vient en tête. Né le matin, majeur à midi, vieux des 20 heures, l'histoire oublie les héros, pas les vainqueurs. 365 jours, puis 700 le temps, commence à manquer, tu l'espionnes. Tu te souviens de ce qui te plaisait dans le rap, là, quand tu découvres ce morceau, par exemple, où clairement il y a de l'histoire, il y a du texte, il y a des choses qui sont racontées et tout. Moi, je pense qu'il y avait un côté un peu variété dans l'écriture et tout, chanson française un peu. Parce que quand j'étais au collège et au début du lycée, c'était un peu une période de creux pour le rap français. C'est au moment où il y avait un peu... c'était pas l'âge d'or du rap français, quoi. Il y avait, je sais qu'on écoutait du Lafouine, du Rof un peu, et après, quand je suis arrivée au lycée, il commençait à y avoir Caris, après... Jul, PNL, SCH, c'était le début et on trouvait ça encore bizarre au début. Enfin, c'était pas encore le truc le plus accessible. C'était le début de ce nouvel âge d'or justement en 2015 et tout. Du coup, il y avait pas, il y a pas un engouement de ouf quoi. C'était un peu une période de creux et je sais que ça me plaisait pour, je pense, le côté un peu variété qu'il y avait quoi. Très poétique. Il fait grand poète. De toute façon, il y a un peu ce côté genre les mots, l'écriture et tout. Je pense que ça me plaisait bien, parce que j'avais pas une grosse culture rap, donc c'était aussi assez accessible en vrai, assez doux. Ouais. T'as parlé de la scène strasbourgeoise. Comment est-ce que les connexions, elles se sont faites typiquement avec Iba, par exemple ? Iba, donc sont deux, et deux frères. Et du coup, Liam, on s'est connus dès le lycée.
Ok, vous étiez au lycée ensemble ? On n'était pas dans le même lycée, non. Okay. Mais on se connaissait déjà à la fin du lycée. Et en fait, on est partis, on a fait les mêmes études. Enfin, on se suit depuis 10 ans maintenant. Voilà. C'est connu, vraiment. Assez jeune. Il faisait même pas encore de musique. D'accord, ok. Au tout début. Son frère faisait déjà, était déjà un peu. On savait qui c'était, quoi. Okay. La pèse et tout à l'époque. Rappait sur Strass et tout. Mais Liam, c'était pas encore le cas. C'est arrivé un peu plus tard. Moi, j'ai vu la formation du groupe et tout se faire à l'époque. Et du coup, vous avez sorti un son ensemble ? Oui, il y a presque un an maintenant. Mal luné. Celui-ci, là. Ouais. Et du coup, toi, sur ce son, t'as produit, t'as remixé ? J'ai produce. T'as produit. J'adore l'ambiguïté qu'il y a autour de ça, j'aime trop. Il y a trop de gens qui pensent que... Des fois, les gens, ils font des bios de moi pour les soirées et tout, et il y a marqué DJ et productrice. Ouais. Et en fait, j'ai jamais rien en soi, je sais un peu faire de la prod et tout, mais je veux dire, j'ai jamais rien sorti. Ouais. J'ai pas une fibre de ça, je suis pas beatmaker, je suis pas compositrice et tout. C'est un truc qui t'intéresse ou... Ouais, ça m'intéresse, mais en fait, je me lève pas le matin en voulant passer toute la journée sur Ableton. J'ai pas d'idée précise, donc en fait, je me force pas trop. Je me force pas trop à le faire. J'ai pas une fibre, j'ai pas une idée spécifique de ce que j'aimerais sortir ou quoi. En fait, j'adore la position dans laquelle je suis et dans laquelle j'essaie de m'inscrire. Elle me va très bien. Ouais. Et ça me dérange pas du tout de pas créer dans ce sens-là. Ouais. Je le fais d'une autre manière, en fait. T'as l'impression que les gens, ils s'attendent à ce que tu fasses ça ? C'est un peu un truc, oui, surtout dans la musique électronique, même un peu dans le rap. Et puis quand t'es DJ, dans le rap, la plupart des DJ sont beatmakers ou compositeurs. Et dans la musique électronique, la plupart des gens, même pour un peu faire développer ta carrière, un peu sortir de ta scène locale, le fait de produire, sortir des disques, des tracks, ça aide. Ouais. Et moi, non. Ouais. Mais on t'es beaucoup encouragé à le faire, en vrai, par les professionnels de l'industrie, etc. Qui disent, ça serait bien que tu fasses sortes des morceaux et tout, mais pour sortir un truc un peu, que je trouve un peu médiocre, ou qui soit un copier-coller de trucs que je peux entendre, là, peut-être que ça viendra, mais là, je crois que de plus en plus, je crois que j'ai envie de faire des prods de rap, mais je sais pas, ça me dit pas plus que ça. Je fais pas mal d'arrangements pour la scène, plus ce côté-là qui m'intéresse, la scène et tout, ou même pour les DJ7 et tout, faire un peu bidouiller des trucs, mais et là sur Mal luné, c'était plus un truc de porter le chapeau, porter la sortie, quoi. Ouais. Vraiment ce truc, ça me saoule de devoir utiliser cet exemple-là parce que je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit et ce qu'il fait, mais DJ Khaled, c'est un peu cette figure-là de je vais appeler Justin Bieber, je vais appeler Rihanna, je vais leur dire de faire un morceau, je vais mettre mon nom dessus, je vais vibrer dans le clip, et voilà, trop bien. Et je vais mettre l'étal, I guess, mais c'est un peu ça. Et en fait, sur ce morceau-là, c'était un morceau, ça faisait longtemps qu'il existait déjà. Parce que moi, du coup, comme je fais du live avec des artistes et tout, je récupère souvent des maquettes, des morceaux que j'ai qui sortiront jamais, peut-être, ou qui sortent ou pas. Et des fois, ils me laissent les jouer en radio, tout ça. Et j'avais joué ce morceau, c'était sur Rince, je crois. Et il y a pas mal de. Genre, vraiment, le nombre. On m'avait jamais autant demandé une track ID de ma vie. Voilà. En même temps, il est trop bien ce son. Et ouais, en plus c'était vraiment j'ai passé un extrait et tout, il était pas fini, et c'était vraiment et ça a mis du temps parce que entre septembre et au moment où on a sorti la track mars, il y a quand même eu pas mal de temps avant d'avoir ces discussions là. Je pense que c'était plus après ça allait très vite. Il y a eu un moment de en fait, vous savez quoi, je vais le sortir pour vous parce qu'il y avait pas de contexte. Parfois les artistes, il y a des morceaux qu'ils aiment, qu'ils ont fait, mais soit il n'y a pas de contexte pour les sortir, il n'y a pas un projet, ça rentre pas dans un agenda de sortie, ils veulent pas porter la sortie pour telle ou telle raison. Et je pense que c'était un bon appui pour eux, et pour moi aussi, parce que il y avait ce truc de vouloir poser une première brique de ce que j'ai envie de faire. En fait, c'est la base du DJ pour moi, c'est ce côté de tu promouvois, tu fais de la promotion
prescriptrice. Ouais, de la prescription, ouais, fait. grave, exactement. Et avait ce truc un peu de DJ à l'ancienne qui sortait des mixtapes, qui récupérait des maquettes et qui les passait en club et tout. Et c'était genre, tu voulais que, genre, je sais pas qui passe, enfin, Cut Killer passe ton morceau. Parce qu'à ta partir maquette, du moment où le ou la DJ a passé le morceau, ça met un tampon sur le son. Ouais, un tout, peu, il y avait un peu ce côté-là, ouais. Grave. Trop bien. Ouais. Du coup, c'était un peu cette idée-là. On écoute un petit extrait. Allez. J'ai tout mis dans un sachet, ouais, j'ai tout mis dans un sachet. Je me sens comme Nemo dans le sachet. Je suis dans le grand bain, c'est bon, ça y est. Pour l'ancien, il faut une pièce, mais il me faut ma pièce pour le café. Je tousse de plus en plus sa mère. C'est pas les clopes, c'est ma chambre. Pas besoin de prendre l'ascenseur. Je suis au RDC, c'est qui se ment, on voit la base. Ça fait trembler le PVC. Je croise un oncle en décembre. Il était tout gêné, il me dit Armol, pourquoi tu reviens pas? On ne voit plus trop les faits. Des fois l'ambiance est stressante. Je suis mal le nez, de la mort à la naissance. Je suis mal le nez, des fois l'ambiance est stressante. Je suis mal le nez, de la mort à la naissance. Je suis mal le nez, Bah ouais c'est no life, faut stopper l'hémorragie, faire en sorte d'aimer. Bah ouais c'est no life, bah ouais c'est no life. Putain, j'ai la pression avec toi sur mes transitions, j'ai peur de faire des fades au mauvais moment. T'inquiète, tu fais 4. Ils sont trop sympas, Iba. Ils ont fait un full sentimental. C'était la première fois que j'avais 2 personnes en face de moi et c'était génial. C'est 2 super humains. Ouais, 2 super frères. Ils sont trop cool. Qu'est-ce que tu as choisi du coup comme morceau et émotion pour Strasbourg? Pour Strasbourg, j'ai choisi un morceau de Tyler, The Creator, de l'album Flower Boy, qui date de 2017 je crois. Et c'est le morceau Glitter. Ok. Pourquoi ce morceau et quelle émotion tu lis à ce titre-là? Je lui ai mis l'émotion de l'émoi, je crois, ouais. Les mois amoureux. Les mois du premier amour. Ouais. Lié à Strasbourg, lié à cette période-là. Ouais. Oui, lié à cette période-là, ouais. C'est un moment très précis de ma vie. Tout début de ma vie d'adulte, j'ai une voiture dans laquelle je peux mettre que des CD. T'as quoi comme voiture? J'ai récupéré une vieille petite Mercedes. Alors, c'est une Merco, certes. Elle est à ma grand-mère et elle est vraiment d'où pas la sexy. Casquette, en fait. Ouais, aussi. J'ai un tatouage sur les fesses, même. C'est pas vrai. Ouais. T'es RP de Mercedes. Ouais. Putain, mais incroyable. Mais elle était pas sexy du tout. Hein. Enfin, c'est vraiment une voiture de mamie et tout. Je suis tombée en panne plein de fois. J'ai eu trop de galères avec. Mais c'était grave à moi, genre. Ouais. C'était mon truc à moi et tout. C'était ta première voiture? C'était ma première voiture et unique pour l'instant d'ailleurs. Mais tu l'as toujours? Non, elle est partie à la casse et tout. Je sais pas où, mais bref. Okay. Et en fait, j'en ai tout le monde partout. Enfin, c'était genre... c'est pas le main objet de ma vie, genre. Et j'ai grave raidé mes potes et tout. Et à l'époque, j'habitais à Nancy. Enfin, j'étais partie faire mes études à Nancy, donc j'étais pas loin. Donc, je rentrais souvent à Strasbourg. Ouais, je sais pas, j'ai passé genre grave du temps dans cette voiture. Et du coup, j'avais des CD. Ouais. Et cette période-là aussi, c'est la période de mon premier amour. Ouais. Et une personne qui m'offre cet album quand il sort, donc en physique. Ouais. Et genre, j'ai passé, mais je l'ai écouté, parce que du coup, j'écoutais en boucle. Moi, j'ai une consommation très obsessive avec la musique. Donc, j'écoutais en boucle cet album, aussi avec cette personne. Donc, c'était très symbolique. Puis ce morceau-là, Glitter, c'est un morceau vraiment sur les papillons dans le ventre, cette sensation-là des mois de premier amour, un truc un peu naïf, l'excitation aussi autour de ça. Et c'était l'été, en plus, il est sorti pendant l'été, donc c'était... Et puis, l'album s'appelle Flower Boy, et moi, je m'appelle Fleur. Donc, il y avait un truc aussi très symbolique et tout. Et j'en garde un trop bon souvenir, c'est un de mes albums préférés. J'aurais pu dire plein d'autres morceaux de cet album, mais celui-là, il correspond bien à cette émotion. Tu m'as dit Glitter. Ouais. Cause you like my flowers, yeah. I feel like glitter. Every time you come around, I feel like glitter. How you feel? You're the one that I needed in my life. You're the one that I needed in my life. Cause I love having you.
Il est hyper doux ce morceau. Ouais, grave. Grave. Il y avait des morceaux trop bien. En fait, j'aime trop les doubles morceaux aussi. Il y avait le morceau 911, Mr. Lonely. Là, c'est quoi c'était ça? un peu plus... Parce que l'album était assez solaire et tout. C'était le seul un peu plus triste. Enfin, il y avait la partie triste un peu... Il y avait une partie plus upbeat un peu. Ah ouais, et une puis il y a autre un plus changement. down-tempo et tout, ouais. Ouais. Je vois plus, c'est lequel? 911, nanana. Et Non, après, j'en ai il pas. rappe de ouf. Ça doit être le moment le plus visionné, le plus revisionné. Tu suis toujours Tyler the Creator? Il y a plus autant qu'avant, en Ok. vrai, beaucoup moins. Il y a plein de gros artistes US comme ça que j'ai même, enfin, je sais pas, Kendrick Lamar et tout. Ou t'as eu J'écoute une quand ça obsession sort. et après... Ouais, ou sur des albums. À la même époque, j'écoutais de ouf Control de CZA. Mhm. Genre, je sais pas, j'étais en mode, je suis trop une side chick alors que pas du tout. Mais j'écoutais à mort cet album aussi. Ok, bah du coup, enfin je sais pas si c'est au début de la carrière, mais au moment où elle avait pas encore Ouais, grave. toute cette carrière Ouais. internationale et Ouais, tout. ouais. Je t'ai proposé un deuxième choix de morceaux et d'émotions, cette fois liés à un souvenir de club. Tu me disais un peu plus tôt que toi de base t'es plus rap que, enfin le club est venu après. Ouais, c'est venu plus tard. Enfin, genre, j'ai pas eu trop une adolescence où je sortais en club et tout. C'est venu quand j'ai vécu en Allemagne, Ok. vers 2018-2019. Après, en fait, quand je suis arrivée à Paris, il y a eu le Covid et tout, donc il y avait quand même un temps. Ouais. Genre, j'ai mis du temps à sortir à Paris quand même. Je pense à partir Mhm. de 2022. Quand tu commences à devenir DJ en fait, à peu près. Ouais, un peu en parallèle aussi. Ouais, un petit peu aussi. Et tu vivais où en Allemagne? Je vivais à Leipzig. Ok. Donc, il y avait une scène club trop bien. Ah ouais, trop C'est cool. génial, genre je rêve d'y retourner et tout. Il y avait vraiment de tout, c'était grave cool et très chill par rapport à la fin. Je découvrais grave ce que c'était vraiment le clubbing, un peu à la berlinoise et tout, à l'allemande et tout. En Ouais. plus, parce que j'avais grave des a priori sur ça. Ouais. Enfin, un peu les a priori que t'as quand t'es plus, enfin les gens dans le monde du rap en mode ont sur le milieu de l'électronique ou des gens qui vont en teuf et tout. Ouais. Du coup, ça m'avait grave. Genre un truc un peu de bourgeois. Ouais, Un truc truc de de- blanc, truc de drogué, truc de Ouais. tout ce que tu veux quoi. Ouais. Mais après, je vivais pas dans des villes où il y avait une maxi offre aussi avant. Hein. Enfin, j'habitais à Nancy, enfin, j'habitais à Strasbourg. Après, mon souvenir, le souvenir quand même, je me suis dit, c'est quoi mon premier souvenir club et comment ça m'a influencé aujourd'hui. J'en ai quand même très précis de quand j'étais au lycée. Ouais. À l'époque, à Strasbourg, il y avait tous les ans un festival de... il n'y avait pas que du skateboard, mais une sorte de festival de skateboard qui s'appelait le NL Contest. Et on y allait et il y avait toujours des soirées après. Puis je crois que c'était je sais pas comment on rentrait, mais à la laiterie à Strasbourg, qui est la SMAC, enfin qui est un peu la salle SMAC et tout de Strasbourg. Et il y avait ce soirée club et c'était une époque où en vrai il y avait beaucoup de bass music, mais genre d'assez mauvais goût. Enfin, c'était un peu la continuité de Skrillex et tout. Et en fait, il y avait des méga soirées dubstep. Mais ça mixait des trucs qu'en fait, qui sont grave redevenus à la mode maintenant, qui se font grave sur la scène aussi. Plein de labels de Paris, un peu partout en Europe et tout. Très tribal, très bass, très proche de styles comme la guaracha, des trucs très drum, quoi. Très drum, très bass et tout. Et avec grave de ça, genre j'ai réécouté un peu. Je suis allée voir, il y a des after-movies, des soirées. Et en fait, c'est grave des trucs que tu pourrais entendre aujourd'hui en mode normal. Mais c'était trop de mauvais goût un peu à l'époque. C'était quand même... Bon, et moi, je pense qu'on y allait... Enfin, je crois qu'on s'incrustait par l'extérieur et tout. Et il y avait ça, et les splash aussi, c'était d'autres soirées club. Et c'était beaucoup, la dubstep, la bass music, beaucoup de dub aussi. Parce qu'autour, il y avait un festival aussi qui existe toujours, là, les Décibules, qui était quand même très axé dub, reggae et tout. Donc c'était un peu ce qu'on avait sous la main. Sinon, c'était genre il y avait le Barco Latino, qui était genre une boîte de nuit péniche. Yes. C'était cool aussi. Et en fait, aujourd'hui, je joue pas mal de
de style comme ça. Enfin, j'adore en fait les styles, j'adore tout ce qui est très épique. J'adore le côté épique de la dubstep. Ouais. J'aime trop, je trouve ça trop jouissif. Ouais. Je crois que ouais, il y a vraiment le côté épique et tout, je trouve hyper satisfaisant. Enfin, vraiment, c'est un style pour les gens qui n'ont pas peur du bonheur, quoi. Genre, pas peur du kiff, pas peur du bonheur. Mais peut-être on peut s'écouter un morceau de la remixtape qui est, je trouve, grave dans ce délire-là. Dubstep. Tu penses auquel celui de Le Kaiju. Ouais, ok. Il y en a un autre, tu trouves, qui est encore plus épique d'elle. Non, ils ont tous il y en a plusieurs qui ont ce côté un peu épique. Ouais. Je suis Tristana, je trouve qu'il a le côté un peu épique. Ouais. Quel autre en vrai, celui de BDSTF, il a le côté un peu sombre et tout, mais c'est pas aussi. Il y a pas ce côté-là en mode too much. Enfin, peut-être. Mais oui, c'est vrai que celui de Le Kaiju. On peut peut-être se passer un petit extrait. Ouais, grave. 3, 2, quoi? Mais bon, faut que je craille, faut que je maille, je m'en bats les, faut que je craille. Mais bon, faut que je craille, faut que je maille, je m'en bats les, faut que je craille. Ce que je te raconte, c'est pas du chiquina. Elle est trop bien. Oh là là. Je les aime tous. Je suis quand même back outside. Ce que je te raconte, c'est pas du chiquina. Je te lave avec ou sans les beaux habits. Y'a pas de quoi faire la ouf pour un faux bandina. L'avenir est pas rose, mais couleur chérie. Je voulais rester au chaud l'hiver, mais je suis quand même back outside. À ton collègue, je passe le CLM, il va me ramener en balade. Il a compris, j'ai trop les nerfs, si je les vois, je vais faire un... T'as trop envie de l'écouter avec un énorme sound system, quoi. Ouais, j'ai eu quasiment tout ce que je voulais avoir en termes de style. Ah ouais. Presque quasiment. Je voulais qu'il y ait 16 morceaux, en mode moitié de 32. Ouais. Ma petite satisfaction personnelle. Et quasiment tous les styles, quoi. Ils sont... Quel morceau, du coup, est-ce que tu as choisi pour parler d'un souvenir club et quelle émotion liée à ce morceau est-ce que pour revenir sur un peu cet héritage de sortie club adolescente dubstep que j'avais, du coup, comme émotion, j'ai pris l'exaltation pour le côté épique, grandiose et tout. Et il y a quand je veux inclure ça dans des sets, il y a plusieurs artistes auxquels je pense. Et il y en a un qui s'appelle Freeboat, qui est un DJ et un producteur mexicain. Il fait grave ce genre de style, en fait, bass, guaracha, tribal tech, latine tech. Et c'est le genre d'artiste, il est clairement dans les artistes... c'est qui je vais piocher quand j'ai envie d'avoir ça, quoi. Et ça fait je vois ça régulièrement, en vrai. Alors qu'en soi, il y a un côté un peu mauvais... Il peut y avoir un petit côté mauvais goût et tout. Et la track, c'était Freeboat. Boat, c'est genre BOT. Et la track, c'était Getting Hype. Je crois que j'ai pris celle-là. Mais j'aime trop les grosses montées et tout, les big drops, et tous les morceaux, tous les morceaux qui me donnent cet effet-là, c'est trop des morceaux iconiques, quoi. Ouais. Ils savent pourquoi ils sont là, quoi. J'ai trop ça avec le morceau de 100 Gex, Dumbest Girl Alive. Il est en mode grosse montée et tout, et après c'est en mode un peu métal et tout. Oula, la vidéo a l'air intense. Après eux ils sont intenses. Oh.
Trop stylé. Ça fait trop son effet. C'est les morceaux quand tu les drop et tout, en club et tout, les gens ils sont fous et tout, c'est trop bien. J'aime trop jouer avec ça, c'est trop bien. Ça rend les gens trop zinzin et tout, c'est trop cool. Tu fais des feintes. Ouais, grave. Quand est-ce que toi, tu te dis que tu vas te lancer dans le DJing? Quand est-ce que tu commences à apprendre à mixer? Je traînais déjà beaucoup avec des gens, j'étais dans un entourage où il y avait plein de gens qui faisaient déjà la musique et tout, même dans mon travail à l'époque. Et en fait, je pense que j'avais jamais, je pense à ce truc, construction, en tant que meuf et tout, que j'avais jamais songé au fait de pouvoir faire ça. Ouais. J'avais fait du piano, conservatoire, machin et tout. J'avais une formation classique, ce côté-là et tout, mais tout ce qui était musique électronique, par ordinateur et tout ça, j'avais l'impression que c'était trop long à apprendre. Et en fait, j'ai vu ce que c'était. Et je me mais en fait, tout le côté mathématique, un peu logique, m'avait grave plu. Ouais. Donc j'avais un peu appris les bases. Et j'avais la chance j'ai connu une personne qui s'appelle Schkid. Ouais. Que je connais toujours d'ailleurs. Et c'est lui qui m'a appris vraiment donné des petits cours et tout. Ouais. En fait, c'est venu de fil en aiguille. Mon tout premier gig, genre hors de ma chambre, parce qu'après je me suis acheté un petit contrôleur et tout, le classique dans ma chambre et tout. Ça, t'as quel âge quand tu t'achètes un contrôleur? Je crois que j'ai fini mes études, je dois avoir 23. Ok. Et t'es à Paris à ce moment-là? Je suis à Paris, ouais. Okay. Je dois avoir 23 ans. Ouais, c'est ça, 23, 24. J'achète ça. Et en fait, c'est le truc de... Tu trouves un hobby et tu passes des heures et des heures et des heures. En mode, je pouvais passer des heures à faire ça dans ma chambre. Et ça faisait hyper longtemps que ça m'était pas arrivé d'avoir ce truc de retour à la chambre. Retour à le truc de... Moi, j'avais trop ça à dos, du coup, de rester dans ma chambre et de faire des trucs et tout, nanana, découper dans des magazines et regarder des films et écouter... Faire 1000 trucs en plus en même temps. Et j'ai grave retrouvé ce plaisir-là de faire un truc très régulièrement et être un peu obsédée et tout. Et après... je crois que c'était avec Iba. En fait, ils sortent Sédentariser Musique, leur première mixtape. Et ils organisent une release party à Évry dans un bar qui s'appelle le Lino Bar. Et c'est là, du coup, ils sont en mode tu vas mixer en fait. J'étais en mode ok. Je crois que je faisais n'importe quoi. Mais c'est mon premier gig ever, genre c'était à Ivry. Après, j'ai grave joué à Strasbourg. Et grâce à Lily Liaz, qui accompagnait Iba sur scène avant moi, qui est aussi une DJ. C'est grave elle qui m'a un peu tirée là. Et je sais pas, en fait, de fil en aiguille, genre, je sais pas, juste it happened. Ouais. Genre, j'aimais bien. C'était stressant au début, c'était horrible. Hein. C'est horrible. Hein. T'es en mode... c'est affreux. Genre, tu fais n'importe quoi, c'est affreux. Et je crois que ce qui m'a permis de grave déstresser, c'est de faire... Quand j'ai commencé pas très longtemps après à faire de la scène avec des artistes. Ouais. À partir... faire des concerts et tout en tant que DJ, d'être derrière les artistes et tout. C'est un autre rapport à la scène. Genre, t'apprends ce que c'est vraiment le rapport à la scène. Parce que quand t'es DJ pour des artistes, tu fais quand même moins de trucs, souvent. Ça dépend, mais il y a des moments où tu dois juste être présente. Ouais. Genre, être... voilà. Et il faut pas être stressé d'être en train de rien faire avec tes mains, quoi. Ouais. Genre, mais ça, c'est présence scénique, genre. Ça, c'est intéressant parce que t'en parles dans cette formidable newsletter qui s'appelle Waf Waf de David Bolla. Tu parles de ça, du fait que quand t'es DJ avec un artiste sur scène, c'est une DA globale qu'il faut travailler, quoi. C'est pas juste... Et toi, j'ai l'impression que pour toi, c'est un truc... que tu as capté et que tu as envie de développer, c'est-à-dire que ça passe par les vêtements, par l'attitude. En fait, quand tu es sur scène, quoi. Et il y a une dimension musicale, bien sûr. Il y a une dimension aussi dont tu parles dans ton article qui est trop belle, c'est celle du chef d'orchestre. C'est la dimension aussi de tout l'accompagnement de l'artiste et à quel point il y a une connexion qui est très, très importante. Et qu'on s'imagine pas forcément quand on voit un DJ avec son artiste sur scène. Je peux dire ça se voit quand ils sont pas connectés. Ouais. Oui, parce qu'en fait, s'il se passe quoi que ce soit, c'est toi qui es derrière les platines. Tu dois grave en fait avoir l'œil entre le public, l'artiste en face de toi, comment il respire, s'il a envie de boire, parce que en fait tu décides de couper la musique ou de la lancer. Ouais. C'est débile parce qu'en soi techniquement c'est pas toujours compliqué.
Avec les platines, ça va quoi. Enfin, moi, je scratche pas, je suis pas dans ce truc-là et tout. Ouais. Avec Iba, je suis sur machine et tout, c'est différent, mais Ouais. c'est encore autre chose. Mais c'est une chorégraphie et c'est de l'écoute. C'est trop beau, c'est de l'écoute. Ouais. Genre, moi, j'aime trop cette position, je trouve ça grave poétique. Il y a beaucoup de DJ qui, je pense, mettent pas trop ça en avant comme activité ou pour qui c'est pas très intéressant parce que on est grave dans une époque quand même où les DJ c'est un peu des restas, on les idole, enfin un peu idoles et tout, Ouais. enfin très Tu sur le penses à- devant de la scène et Tu tout. penses à qui comme DJ par exemple? Tous, enfin Ouais. l'idée qu'on a du DJ aujourd'hui, Ouais. genre maintenant, enfin ça c'est quand même beaucoup démocratisé, très popularisé et tout, Mhm. ce qui est trop bien, enfin tant mieux. Mais du coup, il y a plein de gens pour qui c'est pas intéressant parce qu'en fait c'est une place où t'es genre derrière. Souvent. Enfin, t'es pas à l'avant Ouais. de la scène, genre. Ouais, T'es pas ouais. la star du show. Mhm. Vous avez rien compris. C'est autre chose, en fait, c'est différent. Ouais. Moi, c'est là que j'ai compris, pour moi, ce que c'est DJ. Mhm. Genre, la définition, pour moi, je l'ai trouvée là-dedans. Qu'est-ce que tu préfères entre... Enfin, j'imagine que c'est très différent du coup, mais entre jouer en club... Moi, je t'ai vu en plus dans les deux conditions. Jouer en club ou jouer... Enfin, en tout cas, en club solo ou avec un artiste avec toi sur scène. Je peux pas comparer, c'est trop différent. C'est trop différent. C'est un travail totalement différent. Ouais. Quand je joue en club ou en festival, quand je joue seule, encore une autre, c'est pas du tout la même préparation, le même... c'est pas les mêmes lieux, pas le même public souvent. C'est trop différent. Et avec un artiste, c'est totalement différent aussi. Les répètes, ce que tu proposes, le contexte, l'horaire. Juste... c'est comme deux activités à part. Ouais. Même si je les lis beaucoup, mais je peux pas les comparer. Il n'y a pas un que je préfère à l'autre. Et il y a un autre truc aussi hyper intéressant que t'expliques, c'est que quand t'es DJ solo, bah t'es solo. Enfin, il y a ce truc de... C'est très solitaire, en fait, le métier de DJ. En tout cas, ça peut l'être. Et que, contrairement à ça, quand t'es avec un artiste, il y a beaucoup plus un truc qui se fait en groupe, quoi. Ça, tu le ressens là, aujourd'hui. Ouais, grave. Ouais, c'est pas pareil. Bah, encore le week-end dernier, je suis partie jouer à Toulouse. Ouais. Et je suis partie seule. Enfin, c'était ok, en vrai, c'est cool. Mais c'est pas pareil. Enfin, tu pars... Ouais. T'es tout seul, même si je rencontre des gens sur place et tout, évidemment. La majorité du temps, ça se passe très bien. C'est plus même... Je crois que des fois, le pire, c'est parfois quand tu joues et tu joues très tard et t'arrives à 3h du mat dans un club et tu connais pas trop les gens et c'est un mood et tout. Mais alors que quand tu pars avec des artistes jouer, c'est un peu plus mood colonie de vacances, quoi. Ouais. J'avais une autre question par rapport à... Enfin là, tu parles de 3h du mat et tout. Il arrive du coup que tu joues parfois très tard. Quel rapport t'as à la nuit, toi? Et comment il a évolué ton rapport à la nuit dans le temps? Je crois que je suis plus quelqu'un du jour que de la nuit. En vrai, ça s'améliore, ça dépend des périodes. Je crois que je me suis pas mal habituée maintenant. Mais je fais assez attention à moi. Niveau hygiène de vie et tout. Sur ces trucs-là, quand même. Bah, évidemment, parce que c'est... Enfin, évidemment. Enfin, ça rentre en jeu quand tu fais ce métier, quoi. Et ton rapport au club, comment est-ce qu'il a évolué dans le temps? Est-ce que tu te sens bien en club? J'imagine que ça dépend des espaces. Ça dépend des espaces, ouais. Mais ça dépend des espaces, en vrai. Il y a un truc quand tu joues beaucoup... Enfin, il y avait un peu, la dernière année, où je sortais moins parce que quand t'es booké souvent, pas quasiment tous les week-ends, mais presque... Je passe beaucoup de temps dans les clubs, les salles de concert, les festivals et tout, mais du côté artiste. Donc tu vas rarement dans le côté public, dans la salle et tout. Quand tu regardes les shows et tout, tu vas être en mode backstage ou en mode derrière les autres DJ et tout. Donc j'avais grave perdu ce truc d'être à nouveau en mode civil. Civil dans le club, genre je prends rarement des places. Mais j'ai trop ce plaisir par contre quand je spot une soirée, j'ai trop envie d'y aller et tout, de prendre ma place et tout. Et encore ça dépend des lieux, mais en fait je kiffe trop. Je t'ai proposé de choisir un autre morceau et une autre émotion liée du coup à la naissance d'encore une autre. Qu'est-ce que t'as choisi? J'ai choisi... un morceau introuvable. Ouais, mais je vais le remettre. On peut mettre l'original, c'est pas grave. C'est un morceau de Kay de Prodigy, du coup. Ok. Big up à elle. C'est le morceau Crime Parfait. Et j'avais fait un petit remix pour la scène. Parce qu'on jouait beaucoup sur scène et tout. Du coup, j'avais fait un petit remix que j'avais appelé
Film parfait, Imperfect Edit, un truc comme ça et tout. Ok. Et qui avait bien marché et tout, qui avait pas mal tourné après. Je l'avais mis je l'avais sorti et tout. Et c'était une période où là, j'ai vraiment commencé à un peu plus tourner. J'ai quitté mon travail à l'époque et tout pour faire que ça. Ça fait 2 ans et quelques maintenant. Et c'est une période où on tournait pas mal avec Kay. C'était grave cool. Et elle m'a beaucoup apporté aussi dans... l'émotion que j'ai choisie, c'est l'affirmation. Que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup m'aidé à m'affirmer. Ouais. Sur scène, dans ce que je faisais. Enfin, être autour d'elle, ça m'a beaucoup aidé à prendre confiance dans ce que je faisais. Et même dans le côté personnage, en fait. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme dans la vraie vie, dans sa musique, sur scène. Moi, j'aimais trop ça, je l'admire trop et tout. Donc, elle m'a beaucoup aidée à m'affirmer, quoi. Et ce morceau, le fait d'avoir fait ça, de l'avoir sorti avec elle, je sais pas, ça a mis un peu une petite pierre aussi de encore une autre, elle fait ça, puis elle accompagne aussi des artistes sur scène, elle est affiliée à ça, tu vois, tu montres aussi qui est ta famille musicale, en fait. Ouais. Moi, je fais pas partie d'un collectif ou d'un mouvement, d'un style précis sur la scène parisienne, quoi. Mais j'ai une famille musicale, même si c'est pas des DJ forcément. Il y en a aujourd'hui, mais à l'époque, c'était plus des rappeurs et des rappeuses, en fait. Ouais. Et du coup, c'était montré, ma famille musicale, c'est ça. Je pense qu'il y a le côté Strasbourg et tout qui est quand même important pour nous. Côté East Coast et tout, qu'on répétait pas mal à l'époque. Toujours un peu, mais... Et cet edit, c'était trop bien parce que il est rentré dans le club, en fait. Il a eu ce côté... C'est un morceau qui est quand même assez vaporeux, assez lent et tout. Très en mode... assez sensuel. Et un peu en mode mystérieux et tout. Et j'avais repris, c'était que des samples et tout. Samples de Justin Timberlake et tout ça. Ah ouais. Et du coup, l'edit... Mais on peut le trouver, hein. Parce qu'en fait, sur SoundCloud, appel à mécène qui veut payer mon abonnement. Du coup, il a sauté, mais je pourrais le remettre. Il est sur YouTube. Mais il a pas mal été mixé. Il est pas sur YouTube parce que jamais il sautera. Il est dans une de tes mix-séries. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Si tu mets encore une autre, en plus avec ma tête là, avec le casque de... My God. J'étais obligée de mettre un casque parce que j'avais des rollers. On parle de cette vidéo, mais elle est incroyable, cette vidéo. Je pense qu'il y a la tracklist, je sais pas si sur la tracklist on peut... Moi je trouve que le casque te va... En fait ce qui était trop drôle, et j'avais pas pensé, trop bête, j'avais un casque audio à mettre aussi, forcément. Donc t'as un casque sur un casque. Oui, c'est pour sauf ça que je pouvais pas mettre le casque. Ouais. C'était trop chiant. Ah il est là, c'est ça. Ah ouais. C'est stylé la J'ai un peu envie de tous me le faire dans les yeux sarrés. Je mets le rap dans un verre de son sang. J'attends pas que le chat part pour le faire danser. Je fais beaucoup de compos mais qui pense. Si tu veux j'ai de la potion. Je peux les chérir conquis sous émotion. Yeah, pour comprendre il faut la notion. C'est le loto, je pourrais pas te parler de chant. Je l'ai vu se trémousser, je sais que c'est bon. Je pense qu'il est prêt à découvrir mes dons. Je rigole avec un et il sort de ses cons. Blanc et en moi je m'en pourquoi tu peux. C'est rentable pour me drôle là. C'est tellement mal à l'aise. Mais lui c'est une tendre, il m'avait dit qu'il est prêt. Qui tu veux, c'est le même store. Il joue jeu mais il veut pas voir le score. Toujours une figure même quand j'ai tard. C'est mon side, il me compte à faire. C'est tellement dur de se filmer pour faire ça. Je vais pas la sortir cette vidéo. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que toi, tu ressens un peu cette pression de l'image? On parlait des DJ qui sont de plus en plus, qui se montrent de plus en plus. Il y a un truc d'image de plus en plus travaillé, etc. Et je pense que du coup, ce qui a provoqué, c'est peut-être la conséquence du fait qu'il y a une attente aussi des gens. De voir plus les DJ. Toi, est-ce que c'est un truc que tu ressens et comment tu le vis ça? En vrai, je suis assez à l'aise avec ça. Genre, j'ai pas... je m'en fous si je suis un peu moche ou des trucs comme ça, ou si je me trouve moche ou pas d'un bon angle ou si je fais une tête bizarre et tout. Je suis assez à l'aise avec ça, en vrai. Ouais. Avec les outils internet. Je l'ai toujours été. Et ça fait partie des trucs... des outils que j'avais aussi à ce moment-là pour... moi, je le vois plus comme un jeu. J'avais pas un truc de faut que je fasse de la promotion et tout. Genre, moi, c'est pas un art à part entière, mais un peu genre, j'adore être créatif via Internet, via
les réseaux sociaux, les outils des réseaux sociaux et tout. Je trouve ça trop drôle, j'aime trop. Genre, je le fais pas du tout dans un but de... Je m'en fous, moi, si je fais pas de stats ou quoi, ou de trucs comme ça, ou de nombre de j'aime et tout. Ouais. Genre, juste, j'aime trop m'amuser avec ça. Et genre, j'en souffre pas du tout. J'en suis pas là. Si j'ai pas envie de poster un truc, je poste pas. Ouais. Je suis très à l'aise. En vrai, j'ai pas de soucis. Et il y a longtemps eu des discours aussi, parfois d'artistes un peu plus âgés aussi, tu vois, qui sont en mode surtout quand t'es une meuf en plus. C'est parce que t'es une meuf, tu te montres, nanana. En plus, moi, j'ai pas trop fort j'ai pas une grosse pudeur et tout. Enfin, je sais pas, j'aime bien jouer de ça, quoi. J'ai pas trop de... Je suis pas timide, quoi. Ouais. Et quand t'as ces gars qui disent ouais, c'est parce que t'es une meuf, c'est parce que je suis même pas une mannequin, enfin, calmez-vous, quoi. Je suis en mode, en fait, c'est que toi, tu peux pas, en fait. T'as qu'à faire. Es-tu capable même? Non. Tu n'es pas capable. Faut pouvoir le faire, même. Faut pouvoir le faire. Ouais. Sont-ils capables? Non. En plus, là, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, mais là, les vidéos qu'on est en train de regarder, les mix-series et tout, c'est de la prod, quoi. Enfin, c'est de l'organisation. Ouais, c'est... Ouais, grave. De ouf. Enfin, tu te déterres à faire du contenu, en fait. Mais par plaisir aussi. Moi, je venais de... En fait, il y a ce truc où moi, je venais de l'image, en fait. Pas de la musique en soi. Enfin, je venais de l'image. Et pour moi, le talent, en vrai, c'est de savoir ses qualités. Genre, tu peux développer d'autres choses et tout, mais moi, avec ce que j'ai aujourd'hui, comment je peux jouer avec ce nouveau hobby, cette nouvelle pratique. Et il y avait ça, et en fait, je l'ai pas du tout fait dans un truc de promotion ou quoi. Enfin, la première vidéo que j'avais sortie à la ferme, là, c'est parce que je me faisais chier l'été. Et j'avais mon pote Skate Skills qui filmait les vidéos et tout, qui montait et qui faisait ça avec moi. En mode, vas-y, et tout, on part. Et voilà, c'était tout. Enfin, c'était juste pour créer un truc, quoi. Il n'y avait pas du tout de but plus que ça. Et à l'époque, il n'y avait pas encore trop de vidéos. Ça commençait un petit peu, mais pas beaucoup. Et après, il y a eu une explosion. Genre, ça mixe dans la cuisine et ça met le feu aux plaques. Enfin, des trucs comme ça et tout. Enfin, voilà. On va reparler de ce projet. 32, vous êtes rencontrés comment? Je suis allée la voir il y a 1 an. À l'époque, elle avait une fripe qui s'appelle Bling Bodega avec des copines à elle. Et elle avait organisé un pop-up et elle performait. Et moi, je l'avais découvert quelques mois avant, déjà. On s'était déjà un peu parlé par message, mais genre de manière très légère et tout. Et c'est devenu plus concret quand j'étais en train d'organiser encore une autre soirée 2. Ouais. À la Flèche d'Or. Et t'organises toujours? Ouais. C'est juste que je suis plus rare, mais ça existe toujours. Là, c'était pour la 2e édition. Et en fait, je voulais la booker. Enfin, je lui ai proposé de jouer et tout. Et du coup, je suis allée la voir. C'était au Chippy Club, je crois. Et juste, elle a crié dans le micro et tout. Et j'étais en mode, je te veux dans mon équipe. Voilà, on s'est rencontrés comme ça. En vrai, c'est la première fois que je vais à la rencontre vraiment d'une artiste. D'un artiste avec lequel je veux travailler. Parce que toutes les autres personnes avant, soit elles sont venues me voir, soit on se connaissait déjà. Et 32, c'était... Enfin, on avait un peu des connaissances en commun, mais sinon, on se connaissait pas, quoi. Je vous ai vu sur scène toutes les deux au Grunfest. Et c'est vrai qu'il y a un truc très... tout ce que tu disais avant on parlait de cette connexion et tout avec l'artiste. Quand on vous voit sur scène, c'est vous deux, en fait. Enfin, vraiment, il y a un truc où toi, t'es pas effacé du tout derrière elle. Enfin, évidemment, la position, t'es derrière, mais on sent la connexion entre vous deux, quoi, qui est trop belle à voir. Trop bien. Ça fait plaisir. Surtout que ça fait pas si longtemps que ça qu'on se connaît, mais on a déjà fait pas mal de scènes quand même ensemble, et des scènes quand même assez cool et intenses. Et moi, mon but, c'est aussi pouvoir mettre en avant et en valeur ce qu'elle propose. Et en vrai, on travaille beaucoup aussi. Enfin, il y a tout le côté répète, prépa et tout derrière qu'on voit pas, mais c'est là où c'est le plus intéressant. Et moi, sur le moment, je m'en fous qu'on me voit pas. C'est tout ce qu'on a fait avant et comment ça va turn out. Et en parlant de mise en valeur, c'est exactement ce que tu as fait avec cette mixtape, en fait. T'as repris ces sons. T'as pris les meilleurs remixeurs, remixeuses. Vraiment, merci à elle, franchement, de m'avoir fait confiance. Avec Bert Chipin aussi, qui sont managers, avec qui on a collaboré ensemble, évidemment, pour faire ce projet, et qui m'ont fait confiance aussi un peu sur la Selecta. Évidemment, elle a tout validé. Enfin, il fallait qu'elle valide tout, c'était évidemment la condition.
On avait fait une petite session d'écoute et tout. Et en vrai, elle a kiffé tout. Enfin, c'est qu'elle a ses préférés, mais je dirais pas. Mais tout est génial. Genre, moi, il n'y en a pas un où je suis pas satisfaite et tout. Je trouve que tout le monde a give. Est-ce qu'il y a un remix en particulier que t'aimerais qu'on écoute là ? Il y en a un qui est très beau. C'est celui de Louis Delisle. Ouais. Que j'appelle Interlude. En fait, il a utilisé plusieurs ACAP différents. Parce que en fait, tous les remixes, des fois, il y a des doublons et tout. Enfin, moi, j'ai donné aucune règle à personne. Oui, parfois, ils ont pris le même morceau. Exactement, ouais. Mais ce qui est trop bien, en plus, du coup. T'as des versions différentes. Ouais. Et Louis, il a pris 2 morceaux différents. Et il a fait... Eh ben, on va l'écouter. Il a fait de la bossa nova. Oui, oui. C'est trop beau. Il est très beau. Très belle proposition. Il fait chaud bébé, pourquoi tu m'agresses je me retiens pas pour dire les... 32, elle a dû quand même un peu bugger, non, de temps en temps. Genre quand elle est... Quand il y avait des trucs... Ouais, grave. Elle on est en mode, ok, waouh et tout. Je sais pas s'il y en a un qui était... celui de Cozy Storm, il est quand même grave vénère, mais on l'aime trop. Parce qu'il y en a qu'on a commencé à jouer sur scène aussi. Ouais. Il y en a qu'on jouait... Celui qui est sorti là, en premier, le Renta de Lily Star. Ouais. On joue sur scène depuis... Enfin, ça fait 3 mois déjà, 3-4 mois qu'on jouait sur scène. Ouais. Enfin, il y en a qui ont été faits au fur et à mesure, mais... Et là, c'est avec le morceau Love Affair et Fait Marabouter, je crois. Une sorte de mashup. Ok. Celui-là, il est trop beau. Du coup, ça donne des idées pour la scène aussi. T'as envie de faire un live comme ça, quoi. Ouais. Le seul morceau où il n'y a pas sa voix, c'est le mien. C'est celui-ci. Ouais, parce qu'à la base, je devais pas... j'avais pas de... C'est ta voix qu'on entend sur ce morceau ? Ouais. Il est incroyable. Légèrement pitché. Merci à Kamanug de m'avoir filé sa loupe de piano et à San Juliette de m'avoir enregistré et d'avoir arrangé le morceau. Mais en plus, je lisais une interview de 32 où elle disait moi je suis trop matrixée des trucs Disney Channel et tout, mais genre ça c'est trop un morceau. C'est très Weshden-core, je trouve. Ouais, de ouf, ouais, t'as raison. Mais j'ai fait très sérieusement, genre il n'y avait pas du tout de... Ouais. Enfin... Mais c'est le dernier morceau qui a été fait, le dernier moment. Genre, parce qu'en fait, on a fait une session d'écoute, du coup, tous ensemble pour valider les remixes. Et il y avait un peu ce truc de c'est dommage, il n'y a pas un truc en mode encore une autre et tout. Moi, j'avais déjà fait un remix de Beta Saisine Voilée. Enfin, j'ai pas pu récupérer le projet et tout. Puis en même temps, il y avait ce truc de je vais pas faire un remix peut-être comme tout le monde, ça pourrait être cool que je fasse un truc différent. Et en rigolant, je fais j'ai qu'à faire une cover quoi. Ouais. Tout le monde me regarde en mode oui. Enfin, il y avait un peu ça. Et sauf qu'il me restait genre 3-4 jours pour le faire. Et j'ai eu trop de la chance de tomber sur les bonnes personnes au bon moment. Ça a été fait. Mais c'est trop bien. Last minute, mais et, c'est cool. et chanter, c'est un truc qui te plaît ? Ouais, j'aime bien en vrai. Ouais. Ouais. Mais c'est hyper. C'est comme quand tu fais du sport, après quand t'as chanté, tu te sens bien. Ouais, c'est Même vrai. si tu chantes mal, moi je m'en fous, mais c'est grave agréable. C'est la fin de cet épisode de Full Sentimental. Il y a un dernier morceau qu'on va écouter qui est ton morceau bonus émotion forte que je donne à chaque épisode. Mais déjà, qu'est-ce que tu as choisi comme morceau émotion forte ? J'ai choisi un morceau de Caroline Polachek. Ok. So Hot You're Hurting My Feelings. Ok. Qui est... J'ai choisi que des émotions assez positives en vrai. C'est cool. Ouais, ça, c'est un morceau sur le désir quoi. C'est vraiment l'émotion, c'est le désir. Ok. Et qui est vraiment un sujet qu'elle aborde grave dans elle a littéralement un album qui s'appelle Desire, I Want to Turn Into You. Et j'ai grave réécouté ce morceau récemment dans ma voiture. Enfin, pas dans ma voiture, mais en voiture en plus. Ouais. Il y a quelques mois. Genre, elle chantait et tout, c'était trop satisfaisant. Et je sais pas, je trouve que le désir est limite plus fascinant comme émotion que... Enfin, je sais pas, genre
la finalité de ce que ça peut être, un désir charnel et tout. Je trouve trop intéressant comme sujet, comme émotion, comme sentiment. C'est plein d'imaginaire, le désir, en fait. C'est un truc que tu peux te créer dans ta tête, même s'il n'existe pas effectivement de manière charnelle, quoi. Puis il y a l'énergie créative qui... J'en discutais avec justement un ami et tout, avant de venir, sur est-ce que le lien entre le désir sexuel, le désir charnel, le désir de création et tout, est le même ou pas. Enfin, il y a un peu cette théorie-là. Et moi, j'ai quand même cette sensation que ils ont tous la même source. Tous les désirs viennent de la même source. Après, c'est le chemin qu'ils prennent, quoi. Mais genre, ils viennent tous... L'énergie, elle vient un peu du même endroit, j'ai l'impression. Merci 1000 fois d'être venue dans Flux Sentimental. Je suis trop contente d'avoir pu parler avec toi. Merci à toi 2000 fois. Cette mixtape, elle est sortie. The Renina Remixtape. Désolée pour mon accent infernal, j'essaie de bien le prononcer. Donc, encore une autre, Feat 32, que des remixes, 16 titres. Franchement, 16 autres artistes. 16 autres artistes, c'est trop, trop bien. Est-ce que tu as des dates à annoncer, toi, pour la fin du mois ou pour mars, peut-être? Ou tu as des choses à annoncer déjà? Ouais. On va jouer à Niort avec 32. Ok. Et après, je crois que ma prochaine date à Paris, mon comeback à Paris 2026, ça va être à la station Gare des Mines. Ok, trop bien. Avec le collectif La Belle Promesse. Ok. Le 20 mars. Ok. Voilà. Trop cool. Eh ben, on y sera. Et en attendant, on écoute ce morceau de Caroline Polachek. Merci pour tout. Merci à toi. C'est parti.